Yaorana, Yaorana et Maeva, bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire du développement personnel. Je l'enregistre dans le cadre d'un cours sur le développement personnel dédié aux étudiants en master de ComSup. Je rigole parce qu'au moment où je commence l'enregistrement, mon petit chat décide de faire tomber mes notes. Cet enregistrement est donc partagé également avec les personnes qui souhaitent écouter en fait tout simplement un partage, une appréhension, une compréhension de ce qu'est l'histoire du développement personnel et ce qu'il peut nous apporter justement à l'égard du développement personnel. Alors je commence toujours toute prise de parole, surtout sur une notion qui est aussi, on va dire, présente dans l'espace public que celle du développement personnel, par un rappel de définition. Et notamment le mot développement, qui moi, par rapport à mon parcours, est en commun avec le développement durable. Pour ceux et celles qui me découvrent, ceux et celles qui me connaissent, je rappelle qu'en fait, j'ai commencé par une thèse en communication, sciences de l'information et communication, sur l'eau, les femmes et le développement durable. J'avais cette notion très importante et très jeune que l'environnement était un élément important dans notre je dirais contrat collectif, mais aussi notre conscience personnelle. Et c'est vrai que le développement durable fait partie des expressions qui ont véritablement marqué les années 80-90, crescendo dans les années 2000. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle vraiment plus d'environnement, développement soutenable. Enfin, c'est devenu un mot assez rentré dans l'usage commun. Tout comme le développement personnel. Alors pour le coup, c'est plus récent, à mon sens, cette explosion du terme depuis, on va dire, vraiment une dizaine d'années. On l'assimile aussi au bien-être, à ce qui est zen, et maintenant de plus en plus à ce qui est spiritualité et ésotérisme. Alors si on revient sur la notion de développement, qui est le cœur finalement de ce message, c'est que le développement, c'est une notion de déplier quelque chose, de décliner quelque chose. Ça vient vraiment de cette notion, alors c'est une racine latine, hein, qui nous parle de prolonger une action, d'évoluer, de faire évoluer une action. Donc c'est l'idée de je parcours une distance, je fais grandir quelque chose, je me permets d'évoluer, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, si on est sur l'aspect justement développement personnel. Je dirais que c'est vraiment une manière d'être dans l'expansion. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu aujourd'hui quand on parle de développement durable, est-ce qu'on peut véritablement promouvoir un développement durable quand on va parler nécessairement d'une expansion, et notamment une expansion de la croissance, de la consommation, alors que l'idée, ce serait de décroître et de diminuer notre consommation. En termes de développement, quand on parle du développement, par exemple, d'un enfant, c'est qu'il est capable de progresser dans ses gestes, dans sa parole, dans sa croissance physique, et donc il va pouvoir là aussi lui-même se déployer, se développer. Alors j'aime bien l'idée que le développement nous dit que l'on déploie quelque chose qui est enroulé, et par rapport à notamment l'héritage ou l'enseignement du développement personnel, on se rappelle de la figure du serpent, qui est une figure symbolique très importante pour appréhender le développement personnel. Effectivement, c'est la spirale du serpent, où c'est le serpent qui est enroulé sur lui-même et qui va se déployer et accéder à la connaissance. Et maintenant, si on pose l'autre définition, qui est le développement personnel, eh bien, personnel, c'est celui de ma personne, celui de qui je suis en tant qu'individu, individu conscient, individu unique, individu avec sa propre spécificité, au contraire d'un développement collectif, d'un développement communautaire. Je trouve que l'on pourrait opposer l'idée de personnel, d'intime, de quelque chose qui est individuel, avec un développement collectif, solidaire, communautaire. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a effectivement une explosion du développement personnel dans une société que l'on dit de plus en plus individualiste, de plus en plus tournée vers elle-même, tournée vers ses intérêts,
au détriment peut-être du contrat collectif, du contrat social, du contrat communautaire. Alors bien sûr, cette proposition, cette analyse va dépendre de la société dans laquelle on vit. Pour avoir vécu dans plusieurs sociétés différentes, avec différents contrats sociaux et différents héritages en fait, de fonctionnement de la société. J'ai vécu en Belgique, en France, au Maroc, à Tahiti, aux États-Unis. On a vraiment des contrats sociaux différents. J'ai également fait beaucoup de terrain un peu partout dans le monde, donc avec cette idée de toujours d'observer au niveau anthropologique le fonctionnement des communautés que je pouvais rencontrer. On a vraiment toujours des modalités d'interaction qui sont différentes, mais en commun. Et le point commun, c'est quand même d'arriver à construire des choses ensemble, notamment dans notre rapport à l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant dans le développement personnel, c'est-à-dire que le développement personnel nous propose une manière d'envisager qui nous sommes dans le rapport à l'extérieur. Bon, maintenant, en regardant l'histoire, ça va être mon fil conducteur pour aborder ce thème, mais on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est ça le développement personnel ? Donc c'est une première entrée sur le développement personnel. Maintenant, si on revient sur ce qui est dit dans l'histoire du développement personnel, et notamment sur Internet, parce que toute personne qui fait des sciences de l'information et de la communication ou qui cherche pour moi juste à se poser des questions et à réfléchir, le deuxième réflexe, c'est de chercher ce qui existe, et notamment dans l'usage commun. Alors aujourd'hui, l'usage commun, c'est à tort ou à raison, c'est Google. C'est les moteurs de recherche. Alors, j'ai dit Google, mais ça en pourrait être d'autres. C'est sûr qu'a priori, Google est aujourd'hui quand même le moteur de recherche le plus efficace, pas forcément le plus pertinent. Mais lorsque l'on recherche, que ce soit sur Google ou même dans les livres, d'où vient le développement personnel, on nous propose l'entrée selon laquelle le développement personnel est né en Californie à Esalen. Donc moi, ça me fait vraiment penser à tout l'imaginaire, voire stéréotype de la Californie, lieu de bien-être, lieu des gourous du surf, des gourous de la spiritualité, on est peace and love, parce qu'effectivement, on a l'institution de Esalen, donc qui est un institut, un centre alors à la fois de recherche et un centre de bien-être, qui est créé en 1962 et qui va être innovant et qui va véritablement distinguer le développement personnel, notamment de tout ce qui est psychologie, tout ce qui est... alors à l'époque, il faut comprendre encore le contexte, on est sur les prémices et affirmations des approches de psychologie, sur aussi les prémices et l'affirmation des traitements des maladies psychiatriques, donc les premiers instituts d'accompagnement aux maladies mentales. Et là, on va dire un peu après, on a la naissance de cet institut qui, lui, nous dit on va éviter, par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus frappant, on va éviter de soigner quelqu'un qui a des maladies, par exemple, mentales, avec des électrochocs, avec de la transformation, ce qu'on appelle aujourd'hui de la lobotomisation, j'arrive pas à le dire, du cerveau, ou avec du médicament, ou avec de l'enfermement. On va lui proposer un accompagnement qui va être sur une des tendances de la psychologie plus ouverte, c'est-à-dire la prise de parole, l'échange, l'accouchement. Alors ça, on le retrouve quand même dans les bases de la psychanalyse et de la psychologie, notamment, si Freud, pour moi, il y a beaucoup de choses à discuter sur Freud, effectivement, dans l'approche freudienne, on va avoir cette notion de la prise de parole, et là, on va aussi avoir la notion de qu'est-ce que c'est le bien-être, donc la notion du rapport au repos, du rapport à la foi, à la spiritualité, et au fait de rentrer dans des périodes de calme, d'accalmie, et de se tourner vers quelque chose qui nous dépasse. Alors c'est là où pour moi il y a une limite, ce qu'on trouve notamment sur l'Institut Esalen, et il suffit aussi de regarder leur site pour comprendre ce qui se passe en filigrane, c'est qu'on a associé cet institut notamment à ce que l'on appelle le mouvement du New Age. Et donc dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel ou de l'ésotérisme, si on revient sur cette bibliothèque dans notre bibliothèque commune,
le New Age est quand même une approche alors très spirituelle du développement personnel. Elle nous parle de guides, elle nous parle de personnalités qui sont notamment religieuses, connues, voire au centre de la religion chrétienne, comme Jésus-Christ, qui porte un autre nom. Elle nous parle des anges, des archanges. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux très intéressants dans qu'est-ce que peut nous apporter le New Age, mais il y a aussi un enjeu de dérive sectaire ou de dérive de croyance. En tout cas, c'est ce que personnellement je considère. Donc moi, c'est sûr, quand j'ai vu cette notion de c'est relié à l'Institut SLN, je me suis dit, on est encore en train de réécrire l'histoire, on est encore en train de nous tromper sur qu'est-ce que véritablement, comment le développement personnel a été mis dans notre mémoire commune. Et donc là, vraiment, c'est une opinion personnelle, mais comme toujours, je dis, il est important de positionner ce que l'on pense et qui on est, pour mieux partager son savoir, parce que ça donne aussi des clés pour que vous essayez d'écouter et vous fassiez votre propre opinion. Moi, personnellement, si je reprends cette idée de l'histoire du développement personnel, je vois les manos, que l'on a en fait dans les grottes en Argentine, qui font partie des traces en fait les plus anciennes. Alors ce ne sont pas les plus anciennes, là aussi il y a un débat sur où se trouvent les premières grottes. On a bien sûr les grottes très connues de Lascaux en France, on a des grottes en Afrique du Sud, on a des grottes donc en Argentine et au Chili, où en fait on retrouve les premières représentations, et c'est même pas de l'art pariétal là. Pour moi, ce qui est intéressant dans la grotte de Almano, c'est le fait que l'homme découvre qu'il y a des pigments, et quand il découvre qu'il y a des pigments, il va mettre sa main sur une paroi comme une prolongation, une empreinte de qui il est, et donc laisser une mémoire aussi simple que la main, c'est-à-dire que c'est la prolongation de lui. La différence, je trouve, avec l'art pariétal, donc par exemple, pour vous donner l'exemple, c'est la grotte de Lascaux, c'est que là, on dessine, on prend la décision de dessiner alors un buffle, un mammouth, un lion, peu importe, une vache. On est déjà dans la représentation, on est dans un art figuratif. Là, je mets la prolongation de moi. Voilà. Alors, est-ce que c'est de l'art ou pas ? Je trouve qu'elles sont magnifiques quand on regarde les images de ses mains. Voilà, mais on est sur une représentation simple de le prolongement de mon corps. Et donc, pour moi, là, est-ce qu'on est déjà dans le développement personnel ? Parce que je prends conscience que j'ai un corps, je prends conscience que des éléments extérieurs, type pigmentation, rapport à la matière, rapport à la pierre, rapport à la couleur, va me permettre de laisser une trace de moi. Et donc, à partir de ce moment-là, si je laisse une trace extérieure de moi, je laisse une trace de mon passage. Et donc, derrière cette notion très fondamentale et anthropologique, se pose la question de comment est née la conscience humaine ? À partir de quel moment l'homme a eu conscience de son corps, conscience de son existence, conscience d'une vie qui est rythmée par la mort. Pour moi, là encore, si on revient sur l'histoire anthropologique ou même l'histoire des médias, et je dis bien des médias, pas des masses médias, des médias de masse qui, en général, sont au cœur des sciences de l'information et communication, mais avant les sciences de l'information et communication, aux sciences médias de masse, qui entraînent une diffusion de l'information au plus grand nombre. On a les médias, et on sait très bien en sciences de l'information et communication que l'on va s'intéresser à la naissance des premiers médias, notamment la naissance du signe, la naissance de l'inscription, de l'écriture, ou la naissance du phonème, la naissance du son, la naissance du langage. Et donc, est-ce que l'homme de Cro-Magnon va voir sa conscience émerger quand il va commencer à émettre des sons pour communiquer avec le groupe? Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il se met d'ailleurs en relation avec le groupe ? Parce qu'il a conscience de son environnement. Il faut se rappeler que cet homme et cette femme, je dis homme au sens générique du terme, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme, a priori, on a là aussi plusieurs versions sur qui serait l'homme le plus ancien du monde. Pendant longtemps, on nous a dit que c'était une femme qui s'appelait Lucie. Aujourd'hui, il y a d'autres traces archéologiques qui montrent que finalement, c'est pas forcément elle, notre mère, mais peu importe, là encore, ce qui est important de dire, c'est que ces premiers hommes, quand ils ont commencé à interagir par le son,
Est-ce que c'est parce qu'ils ont crié en voyant un lion voulant les agresser et potentiellement les tuer? Ou est-ce que c'est pour communiquer avec d'autres hommes et femmes pour construire en fait effectivement une barrière de sécurité, une barrière de défense par rapport à l'animal ou tout simplement par rapport au froid, c'est-à-dire pouvoir s'entraider quand il fait froid ou pouvoir s'entraider quand on a faim. Et je trouve que c'est intéressant de dire que la conscience de l'homme va probablement naître dans sa conscience de comment je survis à l'environnement. Donc le développement personnel pose une question de qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est survivre. Ensuite, qu'est-ce que c'est avoir conscience de son environnement extérieur. Maintenant, si on est sur la notion darwiniste en fait de notre histoire, on se rappelle que Darwin nous dit « l'homme vient du singe ». Mais le singe vient de qui? Vient du rampant, qui a su se mettre sur 4 pattes, puis enfin sur 2 pattes pour ensuite donner l'homme. Et avant le rampant, il y a qui? Le rampant, c'est le serpent, c'est tous les animaux... oui, voilà, je dis toujours reptilien, comme notre premier cerveau. Enfin, ça encore, c'est une théorie qu'on peut discuter sur est-ce qu'il y a vraiment un cerveau reptilien ou pas. Mais n'empêche que c'est la notion de le rampant, le reptilien, la famille du reptilien. Déjà, symboliquement, la connaissance, la transformation, la transmutation, le serpent, dans toute la logique sacrée et symbolique de l'héritage des textes. Et aussi, d'où vient ce serpent? C'est une anguille. L'anguille, elle vient de l'eau. L'eau nous permet de nous replonger donc dans l'espace marin. Et l'espace marin, il arrive à qui? L'anguille, elle vient d'où? Elle vient du poisson, elle vient de la première cellule qui est née dans l'eau. Et notamment une cellule qui va donner un organe animal ou humain. Donc c'est intéressant de se dire, mais on a commencé à se développer à partir du moment où les premières cellules se sont agglomérées pour devenir potentiellement, je vous dis, un alevin, ce serait la première forme d'existence, et nous faire ensuite évoluer, sortir de l'eau, et enfin, aujourd'hui, nous développer en tant qu'hommes. Donc c'est sûr qu'on pourrait se dire, tout ceci a duré bien sûr des milliards d'années, ou des millions, je ne vais pas dire de bêtises, mais donne aujourd'hui, nous, notre être humain que l'on connaît, dont on croit qu'il est dominant, alors qu'en fait, on est les petits derniers arrivés dans la création. Et du coup, moi, ça me fait me dire comment est-ce qu'on va évoluer, quelle va être la prochaine étape de développement majeure de notre humanité, et surtout nous fait évoluer sur la conscience fondamentale du lien que nous avons avec à la fois l'environnement, la cellule, le gène, les animaux et notre développement. L'être humain ne fait que se développer. Je dirais que c'est comme quand Paul Václavic nous dit on ne peut pas ne pas communiquer. Je dirais que l'homme ne peut pas ne pas se développer. Il n'est là que pour rentrer dans la dynamique du développement, dans la dynamique de la croissance. Ce qui d'ailleurs, en termes de développement durable, pose une véritable question. Parce que si on se dit qu'il faut être dans la durabilité de notre développement, on s'aperçoit qu'on a une limite, puisque le développement va nous faire détruire des éléments de la planète. Donc dans la durabilité, la protection de l'environnement, on a une limite, puisque le propre de l'être humain, ce serait de se développer, et notamment de se développer dans la conscience. Alors maintenant, le deuxième argument, ou deuxième, pour moi, point fondamental sur cette histoire du développement personnel, donc là j'ai vraiment parlé de la notion de on ne peut pas ne pas se développer par rapport à une approche darwiniste de notre humanité. Là, je dirais, on ne peut pas ne pas envisager notre rapport à l'extérieur, et notamment un rapport forcément déjà d'interaction, de lien, et un rapport de conception du sacré. Et je vais vous faire une référence en fait à un livre qui est très bien, je trouve. Alors, il n'est pas forcément considéré comme une référence scientifique, académique au sens recherche du terme, encore moins en sciences de l'information, il pourrait probablement rentrer dans la bibliothèque de la sociologie. C'est le livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle L'Odyssée du sacré. Donc Frédéric Lenoir, lui, a beaucoup travaillé notamment sur Carl Jung. Il a fait un merveilleux livre qui est quand même hyper intéressant sur le penseur Carl Jung. Et en fait, dans L'Odyssée du sacré, lui nous pose la question de quand est-ce que l'homme a commencé à être en interaction avec l'extérieur, et notamment y donner une approche de dépassement de soi, qui serait là aussi un des éléments fondateurs du développement personnel. Donc je vous le disais, c'est d'interagir avec l'extérieur,
Et donc, interagir avec l'extérieur, c'est avoir conscience qu'il existe d'autres choses autour de moi et que ces autres choses autour de moi, je vais essayer de les penser, je vais essayer de les nommer, je vais essayer de les, là encore, conceptualiser. Et si on revient sur ce premier homme, enfin ces premiers hommes, ce que nous propose comme entrée le noir qui est vraiment intéressante, c'est de se dire, les premiers hommes, on est d'accord que quand ils sont tout seuls et puis ensuite en petite communauté, leur principale, enfin, je pense que leurs deux principales modalités de compréhension du monde, c'est les températures, le froid, l'hiver, s'ils sont dans le nord, ou le chaud. Alors, je pense qu'il y a vraiment une notion de différence de développement, et ça, c'est Claude Lévi-Strauss qui en parle de manière très magistrale sur l'impact, effectivement, des températures sur le développement humain, le développement des communautés. Et l'autre élément important, c'est le rapport à la nourriture et donc le rapport à l'animal. Et ce que propose Frédéric Lenoir dans son bouquin, c'est effectivement de dire les premiers hommes, quand ils étaient en fait encore non sédentaires, non entre guillemets organisés en tant que communauté, mais peut-être sur des cellules tribales de survie, les premières manières dont ils envisagent leur rapport à l'environnement et dont ils vont chercher effectivement à le conceptualiser, s'en protéger ou l'expliquer, ça va être le totémisme. Là encore, ça va être par exemple le bouquin de Freud sur tabou et totem, ou encore Lévi-Strauss, les travaux de Lévi-Strauss sur le totémisme. Le totémisme, ça veut dire que je prends comme référence un animal pour m'identifier dans mon groupe. Ça, c'est par exemple tout ce qui est héritage du jaguar en Colombie, qui est considéré comme un animal totem pour une tribu. En Polynésie française, alors on va dire juste en Polynésie, donc les îles du Pacifique, l'ensemble des îles du Pacifique, il y a énormément de totems autour de la mer. Et par exemple, il y a des familles qui vont être identifiées par les requins. Donc c'est vraiment de dire que le totem, l'animal, va devenir un point d'organisation de la société et de projection d'une foi où voilà. Si on reprend l'exemple de la vache ou du bœuf, c'est sûr qu'ils font partie des premiers animaux que l'homme va être capable, entre guillemets, de domestiquer, va être capable surtout d'être en lien avec, parce qu'il va pouvoir avoir de la nourriture accessible. Et donc c'est là encore toute l'iconographie du veau, du bœuf et de la vache dans les différentes religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. Autre élément qui est par exemple hyper intéressant, je trouve, c'est la place du lion. Et quand on regarde le lion dans les différentes représentations, slogans, symboles qui existent aujourd'hui dans notre humanité, c'est effectivement le rapport de l'homme, entre guillemets, de la jungle, celui qui vit, alors plutôt de la savane, et qui va être avec cet animal, alors qui va donner de la peau, qui va donner de la chair, mais qui est aussi un excellent chasseur. Il faut se rappeler que le lion, quand il ne dort pas, il est un excellent chasseur. Donc on a vraiment cette notion de l'eutotémisme avant la sédentarisation, avant le fait que la communauté soit capable de comprendre que si je mets des graines d'une certaine chose, je vais pouvoir les récolter quelques mois après. Eh bien on est dans un rapport totémique à l'animal, voire on va l'honorer. Alors une manière par exemple très intéressante et très contemporaine d'expliquer ça, c'est Avatar. Je veux dire Avatar, le premier, pas le deuxième, quand il apprend à tuer quelqu'un, un animal, et qu'il fait la prière pour remercier son âme, eh bien c'est toute cette relation effectivement de je comprends que l'animal est mon agresseur, qu'il peut me tuer, et pour autant, il est ma source de nourriture, donc j'apprends à le respecter. Et ça va être vraiment cette notion de la conscience de l'homme, que l'animal peut avoir lui aussi une conscience, peut-il avoir une âme, autre sujet de discussion, mais c'est tout cet héritage-là. Et ça va basculer quand l'homme va commencer à se désensibiliser, à faire ses premiers villages de développement, enfin villages collectifs, que ce soit en Mésopotamie, au Maroc, on vient de découvrir un des plus grands espaces agricoles organisés, probablement un des plus anciens espaces organisés de communautés sédentaires au Maroc. Donc ça veut dire que là, les individus ont évolué, ils sont capables de s'organiser, de faire des lieux d'habitation permanents et non pas nomades, une tente que l'on prend avec soi. Ça, une bonne manière de le comprendre, c'est de regarder Danse avec les loups. Je trouve que c'est vachement intéressant de comprendre le nomadisme à travers Danse avec les loups, le film. Mais sinon, on organise les premiers villages et on organise les récoltes. Et à partir de là,
comme l'animal est éloigné, il s'éloigne dans le danger, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'être agressé par le mammouth. Enfin, ça, c'est une référence à la chercheuse canadienne qui a posé la question de d'où vient le stress et pourquoi nous sommes plus stressés aujourd'hui. C'est l'enjeu de nous ne chassons plus le mammouth. Donc c'est un bouquin, si vous voulez le lire, il est très bien. Et ces travaux sont hyper pertinents aussi sur comprendre les sources de stress. Donc quand je dis ça, c'est en référence à ces travaux-là. C'est vraiment de dire que là, donc, on est dans une communauté organisée, on a éloigné l'animal, il ne peut plus être un objet en commun de culte. Donc ça va être la transition en fait entre les cultes, notamment de la vache et du bélier, qui sont dans les moins 4000, moins 6000 avant Jésus-Christ. On va basculer vers un culte du dieu. Donc le premier, ce serait le Mitra en perse, avec Mazda. Je dis toujours, c'est hyper intéressant de regarder les noms des pratiques polythéistes d'avant et comment ils sont aujourd'hui utilisés dans nos marques. Donc ça va être en fait ce que nous explique Frédéric Lenoir, la transition entre l'animal et mon Dieu, et tout d'un coup Dieu devient une représentation mais non dessinée. On ne dessine pas le visage de Dieu, ce qu'on va retrouver dans la religion à la fois chrétienne ou musulmane. Ça va être effectivement de dire Dieu va être une entité quand même humaine, humanisante, mais ils vont être plusieurs, ces dieux. L'autre exemple très intéressant pour expliquer ça, c'est le bouddhisme, l'hindouisme et tout le panthéon des dieux, qui sont souvent, par exemple, Ganesh, qui est à la fois humain et à la fois éléphant. Donc c'est vraiment toute cette idée d'un mélange dans la représentation du dieu. Et je trouve du coup une communion de représentation entre l'être humain à 4 membres et l'animal. Voilà. Dans la mythologie grecque, c'est les êtres hybrides. Dans l'astrologie actuelle, c'est par exemple le Sagittaire, qui est à la fois un homme qui vise avec son arc et à la fois un corps de cheval. Le Centaure. Bref, c'est toute cette hybridité entre l'humain et l'animal qui va devenir lieu de culte et va donner en fait surtout naissance à la foi, au rituel de projection, et donc notamment apaiser un rapport qui était très fort avec, on va dire, les premiers hommes, à la mort. On était vraiment sur des hommes dans la survie, et là on apprend un nouveau rapport à la vie, et notamment on va essayer de conceptualiser, apaiser notre rapport à la mort. Et là encore, le développement personnel est-il une manière de nous appréhender dans notre conscience, dans notre rapport essentiel à qu'est-ce que c'est la mort. Alors, je dis toujours, c'est pas forcément intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est la mort, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on sait que l'on va mourir. Une des citations les plus belles, c'est on sait qu'on commence sa deuxième vie quand on sait qu'on en a qu'une. Enfin, ouais, je vous la redonnerai en citation voilà, notre vie commence quand c'est vraiment cette notion de on réalise l'importance de la vie quand on a compris véritablement la force de cette vie qui n'est que temporaire. Si on a une chose en commun dans l'humanité, c'est que l'on sait qu'on va mourir. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'on fait de cet entre-deux ? Nous sommes tous des hommes et des femmes qui sommes appelés à mourir. Une fois qu'on a pris conscience de cette mort et qu'on apaise notre rapport à la mort, la vie va encore plus jaillir. Et c'est là où c'est intéressant de se dire que là, on rentre dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que l'homme néandertal, premier, il était dans la survie. Il a été dans l'apaisement de ses besoins, déjà de pouvoir dormir, de pouvoir rester dans des bonnes températures, de pouvoir se nourrir. Ensuite, de pouvoir avoir une fonction avec sa communauté, de pouvoir avoir un sens, un rapport psychologique à l'autre. Et enfin, on termine avec l'idée de comment je fais pour me bien sentir, donc d'être dans mon rapport d'accomplissement personnel. Et donc toute l'évolution de la conscience humaine nous mène, là encore, au développement personnel, nous mène à la conscience personnelle. On est véritablement dans une évolution de qu'est-ce que c'est mon rapport à l'extérieur et mon rapport à quelque chose qui me dépasse et que la mort notamment va symboliser. Ce qui est intéressant, je trouve vraiment intéressant ce que l'on peut retenir sur l'enseignement de notre histoire en tant qu'être humain, en tant qu'homme,
c'est que les premiers hommes, ils étaient dans l'hyper-intuition, ils étaient dans l'hyper-connaissance de l'environnement. Je pense qu'ils savaient repérer des traces. Enfin, on sait encore, mais là encore, je pense qu'on a des niveaux très différents. On sait identifier plus ou moins les traces d'un animal sur la Terre. Lui, il savait. Rien qu'en voyant, il savait à combien de temps était le lion, à combien de temps était le mammouth. Il savait aussi que, par exemple, quand un oiseau volait à tel heure, il allait pleuvoir, ou il pouvait prévoir la temporalité, les saisons. Enfin, il y avait un rapport très fort à l'intuition, à l'environnement et aux attentes de ce qu'il pouvait vivre le lendemain ou sur les jours suivants. Donc, il y avait une connexion très forte en fait à la connaissance des cycles extérieurs, et ça n'a rien à voir avec, pour le coup, l'astrologie ou la connaissance des cycles lunaires. À mon avis, c'était très primaire, très brutal. Un film qui est intéressant pour ça, qui vient de sortir récemment, c'est un film qui s'appelle Frères. Alors, l'enjeu de l'histoire, qu'elle ait été vraie ou pas vraie, à la limite, parce qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement la représentation de ces deux enfants donc, qui sont abandonnés par leur mère qui se retrouve à fuir dans une forêt et à survivre dans une forêt à l'âge de 5 ans et 7 ans en devenant des hommes premiers, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à chasser, à manger du serpent, à faire une maison avec du bois. Donc tout ce qui est le rapport très brutal à la vie, et en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est déjà deux choses. L'intuition des saisons, l'intuition de où est-ce qu'on trouve à manger et de comment on se protège du froid, et l'intuition de s'entraider et de se réchauffer, de se lier constamment l'un à l'autre pour survivre. Et je pense que le développement personnel, il nous fait vraiment osciller entre cette notion de quoi ai-je besoin pour survivre et de quoi ai-je besoin pour vivre. Et c'est là où on arrive sur qu'est-ce qui nous drive aujourd'hui. Vraiment, je suis toujours très étonnée de voir à quel point on est drivé aujourd'hui par le faire. Il faut faire toujours des choses, être dans la multitâche, tout le temps faire des choses, etc. Alors là encore, les sociétés vont être très différentes dans la manière d'appréhender le faire. Mais si vous vous dites que vous ne faites pas quand vous m'écoutez, je dis ok, combien de fois likez-vous quelque chose sur Internet? Combien de fois scrollez-vous quelque chose sur Internet? Combien de fois regardez-vous, donc choisissez-vous un programme de divertissement ou un jeu vidéo sur Internet? Vous êtes dans le faire quand vous êtes là-dedans. Donc le développement personnel, à l'heure actuelle et dans la modernité actuelle, a tellement fait en sorte de décomposer nos tâches que l'on reste toujours dans cette notion de pour vivre ou même survivre ou pour être identité, je vais être dans le faire et non pas forcément dans l'observation de qui je suis à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le premier gros élément que je pouvais vous donner sur comment l'histoire de l'humanité peut nous donner des éléments sur l'histoire du développement personnel et ce que le développement personnel peut nous apprendre. Maintenant, pour essayer de déconstruire la notion alors qui est déconstruite par de nombreux articles scientifiques, même sur Wikipédia, d'ailleurs, qui n'est pas une ressource, on trouve des éléments qui déconstruisent l'idée selon laquelle le développement personnel vient de Californie. On trouve notamment les approches hygiénistes, les approches paternalistes. Je vais remonter beaucoup plus loin que ça, à mon sens. Le développement personnel, pour moi, ne commence-t-il pas à partir du moment où on veut se soigner, à partir du moment où on veut guérir son corps? Et donc, on pourrait déjà aller sur une des premières pistes que le développement personnel, est-ce que c'est pas Hippocrate, le fameux, qui est quand même un des fondateurs de la médecine, qui se pose la question de comment guérir les personnes, donc va avoir énormément de notes, énormément de cas pratiques, et va avoir un élément que je trouve toujours passionnant dans l'histoire de Hippocrate, c'est de nous dire on a 4 tempéraments. Donc déjà 4 tempéraments, 4 types de personnalités. Autre élément du diagnostic de Hippocrate qui est quand même passionnant, c'est l'astrologie. La question c'est, mais Hippocrate, pourquoi il utilise l'astrologie? Mais d'où ça vient? Donc là, on va retourner à l'histoire que l'on nous donne aujourd'hui de l'astrologie. C'est que l'astrologie serait née chez les Sumériens en Perse pour pouvoir accompagner le collectif et notamment le prince, le roi, dans l'acceptation, faire accepter notamment les cycles de saison par la communauté, pour mieux organiser la société à l'approche de l'hiver, à l'approche de la moisson, à l'approche des lunes, parce qu'on avait bien compris que les lunes, ça avait une influence sur les marées, que ça avait une influence sur les récoltes, etc. Donc là encore, l'astrologie, telle qu'elle est envisagée au temps des Sumériens, est une manière de structurer un collectif et de structurer par effet
un individu. Autre élément, je trouve, qui est intéressant, c'est de se dire, qui est alors un peu postérieur du coup à l'héritage de la Mésopotamie et de la Sumérie, ce serait là, par exemple, tout ce qui est enseignement sacré, les enseignements mystiques, alors qui sont d'ailleurs eux-mêmes devenus mystiques tellement on les iconographie comme des lieux de savoir iconiques, alors que ça reste des choses, à mon sens, très simples, mais très dans l'observation. Là encore, on est sur des communautés qui étaient en lien avec l'observation de l'univers autour d'eux. C'est tous les enseignements sacrés, et notamment en Égypte, l'école sacrée égyptienne, qui avait vraiment cette notion de qu'est-ce que c'est le temple, qu'est-ce que c'est le fleuve, qu'est-ce que c'est la construction du savoir collectif pendant que le fleuve est en moisson, ou encore la notion de l'écriture, du signe par le hiéroglyphe, qui est une représentation imagée des éléments autour de nous, et ensuite une représentation symbolisée des éléments autour de nous. D'ailleurs, l'alphabet sumérien est considéré comme un des premiers alphabets de notre planète, de notre humanité. Bon, j'aurais aussi envie de dire, en Égypte, est-ce qu'on n'a pas aussi dans la naissance d'une conscience, alors bien sûr de l'homme connecté avec l'école sacrée, mais une autre conscience du corps? Et je trouve qu'il y a 2 exemples qui sont intéressants par rapport à ça. C'est tout simplement le bain de Cléopâtre, qui a priori prenait des bains au lait d'avoine. Est-ce que c'est pas du développement personnel, ça? Alors bien sûr, elle est princesse, elle est reine, etc. Mais c'est intéressant de se dire pourquoi elle a décidé de prendre un bain au lait d'avoine. Et 2 éléments, c'est le rapport à l'esclavagisme. Et là, ça va être l'histoire, par exemple, de Moïse, ou encore de Abraham, qui vont faire des enfants. Alors pas Moïse, lui, il est issu d'une union avec un esclave, mais par contre, Abraham va faire un enfant avec une de ses esclaves. Et donc, du coup, Agar, qui va donner naissance dans le désert et qui va notamment donner naissance à la branche ensuite musulmane. Pour moi, entre guillemets, entretenir des liens avec un esclave, si on considère qu'il est esclave, c'est qu'on a déjà cette conscience qu'il y a des hommes inférieurs et des hommes supérieurs. Pour autant, de créer un lien affectif, amoureux, ou peut-être que juste impulsif, d'assouvissement de ses besoins. Je pense que c'est pas ça l'histoire, mais bon, ça pourrait être aussi une manière de l'envisager. Eh bien, c'est d'envisager que nous sommes tous une âme, peu importe notre statut, que l'on soit roi, reine ou esclave. Donc là encore, il y a une notion pour moi de est-ce qu'on n'est pas dans du développement personnel, dans de la connexion à l'âme, à l'autre. Autre élément donc, qui est, je trouve aussi intéressant sur d'où viendrait finalement le développement personnel, je trouve que c'est toute l'iconographie du temple de Delphes, et en particulier de la Pythie, qui va être cet oracle qui va être l'intermédiaire avec les dieux, donc pour faire passer les messages des dieux, mais qui va aller plus loin, notamment dans le fait de pouvoir prédire l'avenir. L'autre élément qui est intéressant, c'est le récit de la guerre de Troie et le personnage de Cassandre. Donc, est-ce que c'est pas du développement personnel aussi d'envisager déjà un lien de message avec Dieu, ou un lien avec je peux lire l'avenir, et pourquoi, comment je peux lire l'avenir et à quoi ça me sert? Dans le texte monothéiste, c'est les rêves de David. Oui, c'est ça. Ou Joseph, je ne sais plus. Bon, à revérifier. Autre élément que je trouve hyper intéressant et qui est lui aussi très ancien dans la mémoire de l'homme, c'est le rapport, notamment, si on revient à la médecine énergétique, et notamment à la notion du magnétisme dans l'humain. Et ça, c'est les Chinois qui nous le donnent. C'est vraiment tous les premiers prémices de la naissance du taoïsme et de la médecine acupuncture ou médecine énergétique avec les méridiens. Toute l'histoire, c'est de reconnaître qu'il y a du magnétisme, donc qui va d'ailleurs donner naissance à la boussole, donc qu'on estime aussi là aussi née chez les Chinois. Et c'est la notion qu'il circule en fait une énergie chez l'homme et que l'on peut l'utiliser pour le guérir. Chez les Indiens, pour moi, ça va être la cosmogonie indienne, et notamment l'écriture des lois du Manu, qui reste une écriture dont la datation pose problème, mais si on ne regarde que le récit, nous parle du personnage Manu, Manu qui veut dire l'élévation vers le Dieu, l'élévation vers l'esprit, l'idée de l'esprit qui regarde vers l'extérieur. C'est un homme qui doit apprendre à être en harmonie avec son environnement extérieur, et il n'y a pas que les autres dans cet environnement extérieur. Il y a les animaux, il y a les végétaux, et il y a les astres. Donc c'est là encore l'histoire des cosmogonies,
comment elles nous poussent dans leur pratique à être dans cette conscience évoluée de l'humain pour faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, sans signification et sans sens, mais bien sûr toujours en interaction. Une autre pratique que je trouve hyper intéressante pour comprendre ça, c'est la pratique des aborigènes d'Australie qui s'appelle en anglais the dreaming, on pourrait dire en français le rêve, mais je trouve que les deux mots sont incomplet. Pour moi, c'est la projection par l'esprit. Donc là encore, on retrouve l'idée du prédictif, la notion du rêve, est-ce qu'il peut être prédictif? Si on est de manière plus penseur, etc., relisez les travaux, là encore, de Freud ou de Jung sur la notion de rêve. Mais le dreaming, le fait du rêve, c'est un outil collectif qui nous permet de visualiser notre environnement holistique, notre environnement complet. Donc, je prends conscience qu'il y a un environnement autour de moi et j'essaie d'agir en harmonie avec cet environnement. Donc, tout ça, c'est le deuxième, j'aurais envie de dire, paquet de cet héritage. C'est le développement personnel. Comment est-il finalement l'émergence, le résultat, la résultante d'un rapport de l'homme avec des forces extérieures à lui, et surtout la naissance d'une spiritualité, d'une foi, et ensuite qui va être affirmée aujourd'hui, sur les 2000 dernières années, autour d'une foi avec une figure monothéiste, que ce soit dans la religion juive, la religion chrétienne ou la religion musulmane. Donc ça, c'est la dernière évolution, sachant que ces trois religions ayant une histoire différente sont elles aussi un accomplissement, un développement en fait de l'approche de l'homme à son créateur, à son Dieu. Et donc la religion musulmane serait en tant que dernière arrivée et la plus jeune, mais aussi la plus évoluée. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'on continue un développement dans le rapport à la spiritualité. Et enfin, j'aurais envie de dire maintenant de poser un troisième élément pour comprendre l'histoire du développement personnel, et là c'est un développement beaucoup plus chronologique et historique. On va reprendre par exemple cette idée selon laquelle le développement personnel va naître en fait avec la notion d'hygiène, et donc tout ce qui va être hygiénisme. Donc par exemple, pour moi, l'hygiénisme, c'est une manière de comment on assainit le rapport dans les villes. C'est les travaux d'Haussmann dans Paris pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de peste, plus de choléra à Paris. C'est effectivement le développement entre le 18e, le 19e, de la toilette intime, de la douche. Alors au début, c'est la douche, je dis souvent, quand j'ai appris l'histoire en sixième, j'avais une merveilleuse professeure d'histoire qui disait toujours, Louis XIV, quand il faisait pipi, parfois c'était derrière le rideau. Puis parfois, c'était dans la cuve que l'on jetait ailleurs, parce qu'on avait très bien compris que de uriner partout pouvait être vecteur de maladie. Donc c'est la prise de conscience que si mon environnement est propre autour de moi, je vais moi-même être en meilleure santé, n'est-ce pas? Du développement personnel, ou en tout cas du bien-être. L'autre élément dont on nous dit qu'il pourrait, et qui est pertinent à mon sens, qui pourrait être effectivement une notion de qu'est-ce que c'est le bien-être et de s'assurer le développement personnel de l'individu, c'est la place de l'employeur dans la vie de son employé, et notamment l'héritage du paternalisme. Alors le paternalisme, ça peut être à la fois prendre soin, par exemple, de ses esclaves dans les champs de coton, ou pas, ça encore, ça va dépendre de l'approche de chacun. Vous pouvez regarder le film Set Year of a Slave, cette année d'esclave, il est assez effrayant, mais réellement, sur qu'est-ce que c'est être un employeur. Et en fait, là où on a vraiment une notion, une émergence forte de la responsabilité de l'employeur, c'est quand même avec Ford ou avec Toyota. C'est-à-dire, c'est pour être sûr que mon ouvrier soit productif et performant, je vais soit lui donner plus d'argent pour qu'il puisse avoir accès à des loisirs chez lui, soit lui donner des conditions de travail avec un village, avec un logement près de l'usine, pour m'assurer qu'il soit en forme. Mais n'empêche que derrière cette mécanisation de la tâche, il y a une prise de conscience que mon employé a besoin d'un certain nombre de conditions de travail pour être efficace. Donc voilà. Après, ce sont des éléments qui sont intéressants. Pour moi, aujourd'hui, quand on relit l'histoire du développement personnel, je trouve quand même qu'on pose beaucoup d'éléments très forts sur deux auteurs qui sont vraiment
Alors pour le coup, j'ai surtout, j'ai vraiment redécouvert ces auteurs en préparant ce cours et en préparant ce partage. Je connaissais déjà bien Ralph Emerson parce que c'est un poète, il a écrit des très beaux textes, puis bon, la vie n'est pas, le voyage n'est pas, ce qui compte dans le voyage, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc c'est une des citations qui est des plus connues, qui vient de tout simplement Ralph Emerson. Je connaissais beaucoup moins le deuxième, qui est Henri David Thomas par contre, mais qui est inspiré en fait de Ralph Waldo Emerson. Donc ces deux auteurs qui vivent dans les années 1840-1880 sont des précurseurs dans l'enjeu de qu'est-ce que c'est le développement personnel. Et pourquoi est-ce qu'ils sont précurseurs? Parce que les deux vont nous parler de leur rapport à la nature, de leur rapport à la confiance en soi, de leur rapport à la conscience de qui je suis dans le monde et du coup le rapport de comment j'envisage ce qui se passe autour de moi. Alors ça, c'est beaucoup plus présent chez Thomas que chez Emerson, parce que Thomas, il a par exemple écrit beaucoup sur justement la condition d'esclave. Il a cherché entre guillemets, à réveiller, à refaire en sorte que des personnes se rebellent et réalisent l'enjeu du traitement d'un autre homme ou d'une autre femme en fonction à la fois alors à l'époque de sa couleur, mais j'irai plus loin maintenant aujourd'hui, de son sexe, parce qu'on sait très bien que c'est aussi ça qui a fait la prise de conscience que l'homme et la femme sont égaux, ou que les hommes, et femmes, quelle que soit leur couleur, sont égaux. Donc c'est vraiment une prise de conscience que mon développement personnel va dépendre déjà de mon lien à la nature, mon lien à notamment le temps que je passe dans la nature. Et ça, je trouve que ça ramène beaucoup à ce que j'appelle véritablement pour moi la méditation. C'est le fait de marcher, le fait de faire le pèlerinage par le fait de prendre le temps d'aller à un lieu. Donc, par exemple, dans la religion musulmane, c'est très intéressant, la notion du pèlerinage. C'est est-ce que j'y vais par la marche, par le vélo ou par l'avion? Et c'est vrai que l'aspect méditatif, c'est de dire je prends le temps de marcher, je prends le temps de concevoir pleinement mon rapport à la nature pour mieux me conscientiser moi-même. L'autre élément, c'est je prends le temps de me conscientiser dans mes actes et l'impact que ça va avoir sur la société, de me positionner aussi sur les pratiques de la société. Et si des pratiques de la société me semblent dysfonctionnelles, je me positionne pour ne pas les reproduire. Donc ça, c'est véritablement, là encore, une autre manière de penser le développement personnel. Est-ce que le développement personnel ne nous enseigne pas une manière déjà de progresser nous-mêmes, d'être dans cette notion de l'observation plutôt que dans le faire, et surtout dans cette notion de l'incarnation plutôt que d'être dans le paraître. Et ça, c'est la phrase très connue de Gandhi, si vous voulez un changement dans le monde, soyez-le vous-même. Pour pouvoir être cohérent, c'est avoir des actes en cohérence avec ses valeurs. Voilà. Ça, ce serait l'héritage véritablement, pour moi, le plus pertinent au niveau chronologique du développement personnel. Ce seraient ces deux auteurs. En plus, ces deux auteurs nous parlent de qu'est-ce que c'est être poète, qu'est-ce que c'est la poésie, qu'est-ce que c'est l'élévation de l'âme par les mots. Et quand on regarde la place de la poésie, par exemple, là aussi dans la religion musulmane, de la place de la poésie dans les approches chamaniques, druidiques, etc. La place en fait du chant aussi, donc de l'appel de l'âme dans l'ensemble des pratiques ritualisantes d'élévation de soi, on comprend bien que oui, c'est une manière d'être dans le développement personnel. Donc la question, et ça c'est l'auteur Jacobson qui nous en parle, c'est pourquoi est-ce qu'on a tué nos poètes dans notre société actuelle ? Comment faire renaître le poète et la poésie pour garder cette élévation de l'âme. L'autre élément qui va être très important, je trouve, et beaucoup plus là aussi pertinent que juste les Hellsen en Californie en 1962, c'est les ouvrages de David Carnegie. Alors, il faut comprendre qu'on parle de 40 millions d'exemplaires d'ouvrages, et notamment un livre. Alors, il y a accès gratuitement en PDF aujourd'hui à ce livre. C'est Comment se faire des amis. Et en fait, il nous pose les questions. Je trouve que ce texte, qui date de 1936, pose énormément... Enfin, finalement, quand on lit ce texte, on a l'impression d'avoir lu tous les livres de développement personnel qui sont parus depuis, parce que sa construction, on la retrouve chez Derek Chopra, on la retrouve chez Dispenza,
on la retrouve chez Luc Baudin pour un auteur français, on la retrouve chez Williamson, enfin, celui qui a écrit Père riche, parent pauvre, enfin, on retrouve toujours la même construction en fait du savoir. Et Dale Carnegie, dans Comment se faire des amis, il nous pose toujours cette même construction. Des piliers, 8 piliers, 3 piliers, des histoires, un storytelling, donc le cas particulier qui devient une manière d'exemplifier le cas collectif ou le comportement dans le collectif. Donc c'est vraiment intéressant aussi de dire que cet auteur a vraiment fait partie, là encore, des piliers du développement personnel, à la fois parce qu'il est, entre guillemets, aujourd'hui le père de ce qu'on appelle la positive attitude, la positive thinking, mais pour moi, beaucoup plus structurellement sur la manière de comment faire prendre conscience à l'être aujourd'hui alphabétisé, éduqué, de qu'est-ce que c'est le développement personnel et quel est son outil. L'autre élément qui est très connu, qui est une expression qu'on connaît, c'est la méthode Coué. Mais la méthode Coué, là aussi, elle a une histoire, elle a un livre, et c'est effectivement comment s'adapter en fait par rapport aux événements extérieurs et faire en sorte de rester dans la prise de recul. Autre auteur qui va faire partie pour moi de la chronologie du développement personnel, c'est Maslow, j'en ai déjà parlé. Et c'est effectivement, Maslow, il nous fait prendre conscience qu'on peut avoir différents types de besoins, et en fonction de l'endroit où on est né, de la catégorie socio-professionnelle où on est né, on ne va pas vivre les mêmes besoins. Et c'est une manière aussi, alors ce qui est parfois très rude, et personnellement je le mets souvent en place en tant que coach, c'est de dire mais pourquoi un tel vit ça et un tel vit ça. C'est dire à dire, mais c'est très cru, on n'est pas au même niveau. Et en fait, on n'est pas au même niveau de la pyramide de Maslow. Et c'est pas une qualification de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie là-dedans. C'est là où on se trompe. C'est plutôt une qualification de qu'est-ce qu'on est venu apprendre. Et on apprend à différents niveaux. Je trouve que les vidéogames sont une excellente manière d'exprimer cette idée. On va jouer dans différents univers, et dans différents univers, on ne va pas avoir le même nombre de points, le même nombre d'épreuves, etc. Et c'est la même chose avec le développement personnel. C'est de comprendre qu'on a tous en fait des modalités de jeu, des modalités de besoin, des modalités de défi. Et le jeu, l'objectif, pour entre guillemets gagner la partie, sachant qu'on meurt à la fin, donc est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd, bonne question. Ou en tout cas, si on gagne, c'est parce que justement on a fait de la vie un chemin et non pas une destination. Ce serait de se dire, moi, quels sont les défis les plus importants à relever tout au long de ma partie de jeu, de ce système d'évaluation et surtout d'expérimentation de ma vie. Et là, ça, on rentre vraiment, à mon sens, dans le cœur du développement personnel. Le développement personnel, à mon sens, il a un intérêt pour nous faire comprendre qui nous sommes à l'intérieur de nous, pour comprendre notre potentiel, notre meilleur potentiel, et vivre dans l'équilibre de le faire et l'observation, le faire et l'être, entre guillemets, dans l'équilibre aussi du prolongement de soi, la relation à la technique, la relation à l'autre, et d'être tout simplement dans un équilibre émotionnel, un équilibre de cette notion de bien-être. Et là, on peut mettre d'ailleurs tellement de personnes dans ce panier. On pourrait à la fois avoir l'héritage de l'anthropologie, donc les travaux de Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, la sociologie, Durkheim, comment il a pensé notre place dans une catégorie socio-professionnelle, dans notre rapport au travail, etc. Ou de la psychanalyse, et la psychanalyste, alors Freud, Jung, mais aussi le rapport aux maladies mentales, la schizophrénie, la bipolarité, dont aujourd'hui on nous dit qu'elles pourraient être des enjeux de relation à la spiritualité non voulue. Ce que je regrette, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est de voir comment le développement personnel est devenu, en fait, un sujet de mainstream, avec un certain nombre de fermetures de portes, justement, peut-être pour éviter le véritable développement personnel, autour de les personnalités toxiques, tout ce qui a été dit autour de la perversité, du narcissisme, et comment ceci peut être résumé, et au contraire au desservice de qu'est-ce que c'est véritablement. Ce sont des thèmes de psychiatrie au début, la perversion, la manipulation, la toxicité, le trauma. Aujourd'hui, on en parle dans un article, excusez-moi, mais voilà, de magazine en ligne, sans véritablement comprendre ce qui se passe derrière. Ou encore, par exemple, et même on va le faire dans le cadre de ce cours, les outils RH et les tests de personnalité qui sont hyper intéressants, mais qui, pareil, ils peuvent nous catégoriser et nous empêcher
le chemin vers nous-mêmes. Tout ce qui est aussi capacité, notamment spirituelle et supranaturelle, supranormale, enfin je trouve que les termes sont pareils, sont jamais bons. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, on parle d'intuition, on parle d'hypersensibilité. Donc moi, un de mes sujets, ça va être de poser la question de le développement personnel dans notre rapport actuel, et nous qui sommes en sciences de l'information et communication, dans le rapport aux médias. Donc moi, un des éléments très importants que j'essaye de défendre, c'est le développement personnel et le rapport au corps, et notamment le corps médiatique et hypermédiatique, c'est-à-dire qui nous sommes, nous, en tant que personne, en tant que corps, dans notre rapport aux médias, mais aussi comment le corps peut nous expliquer des choses sur les impacts des médias dans notre vie, dans nos neurones, dans notre manière de penser. Et c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, nous avons une évolution qui est quand même très intéressante, surprenante, inquiétante, excitante, je ne sais pas. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. Alors en développement personnel, on parle de plus en plus, un héritage de Monsieur Coleman, de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est finalement avoir une intelligence émotionnelle? Et c'est de plus en plus évoqué à la fois dans les techniques RH et dans les techniques de communication pour construire des campagnes de communication ou des interactions, de la communication interne, de la communication interpersonnelle. Qu'est-ce que c'est avoir de l'intelligence émotionnelle? Et aujourd'hui, on est en train de nous faire évoluer vers l'intelligence artificielle, donc un autre homme, un robot. Je veux dire, quand on le représente, ils sont quand même très, très humanoïdes, tous ces robots. Ce serait de dire qu'il va être au service de notre développement personnel et de notre intelligence émotionnelle. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai vu l'université de Chicago a mis en place un dispositif pour calculer en fait l'organisation des villes et de faire un ratio en fait entre l'organisation des villes et l'obésité. Donc une ville avec très peu de parcs va favoriser par exemple l'obésité. On a maintenant des applications qui nous permettent de mesurer notre dépression. Donc c'est quand même fou. Je pense que ce sera pas très loin le moment où on aura notre empreinte digitale, l'analyse de notre composition physico-chimique et de nos hormones, et qui nous dira sur quel niveau de dépression on est ou pas. On a aussi une intelligence artificielle maintenant qui est capable, avec les caméras, d'enregistrer les expressions d'un homme, d'une femme, par exemple dans un entretien, et à travers l'enregistrement des expressions, faire mouliner donc des comparaisons et de dire voici l'émotion qui traverse la personne pendant qu'elle est sur l'entretien. Donc la machine maintenant va nous dire quel est notre état personnel. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire est-ce que la machine va nous aider à nous connaître, ou est-ce qu'elle aussi elle va nous catégoriser parce qu'elle a accès à beaucoup plus de savoir que nous, du fait de sa capacité à traiter de l'information de manière empirique et rapide. Ou est-ce qu'elle va nous ramener finalement à notre intuition et à notre propre compréhension, notre propre connaissance de nous-mêmes, au sens, notre intuition, notre sagesse intérieure. Donc je vais clôturer ce podcast en revenant, pour moi je dis toujours, à la base, petit clin d'œil pour mes étudiants de Tahiti. Dans le temple de Defle, on dit « connais-toi toi-même », la fameuse phrase, et derrière elle essuie « et tu auras accès à l'univers des dieux, à la connaissance des dieux ». Et pour moi, si elle a une signification, cette phrase, qui est aussi très intéressante et percutante pour le développement personnel, c'est « connais-toi toi-même », c'est « connais-toi toi dans ta diversité de qui tu es, dans ton intuition, dans ton mental, dans ton ego, dans ton âme ». Faisant un équilibre, l'âme n'est clairement pas, c'est un truc de développement très personnel, très ésotérique, qui souvent dit genre l'âme c'est elle qui domine tout. Non, on est incarné, on est aussi incarné avec une histoire. Donc se connaître soi-même, c'est connaître l'ensemble effectivement de sa composition de corps hypermédiatique, de son histoire, de son parcours, de son chemin. On en revient, la vie est un chemin et non pas une destination. Et c'est à partir de là que tu pourras effectivement mieux prendre des décisions, et des décisions qui, pour le coup, ne sont pas axées que sur ton développement personnel. Pas du tout. Qui sont axées sur ton développement personnel, mais en harmonie avec le développement collectif. Et ça, je pense que s'il y a un truc que le développement personnel doit, et je dis bien doit, nous enseigner, c'est effectivement de comprendre comment nous, en tant que personne, nous pouvons nous mettre au service, sans se sacrifier bien sûr, d'un collectif et d'une intelligence collective, et notamment d'une intelligence de lien. Sartre nous disait « l'enfer c'est les autres », et j'aurais envie de dire « certes, l'enfer c'est les autres », mais
le paradis, c'est les autres. Et si on est venu expérimenter quelque chose, c'est le lien. C'est le lien à soi et le lien à l'autre. Donc, je vous laisse avec ces éléments de réflexion sur qu'est-ce que c'est le développement personnel et sur l'enjeu de mon intelligence, mon ressenti, mon chemin. Quel est mon voyage et comment ce voyage peut permettre un voyage